Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon et le réverbère le plus proche s'éteignit alors avec un petit claquement. 12 fois, il actionna l'éteignoir jusqu'à... Mais il éteint 12 lampadaires dans le film ? Bon, là, le gars, il arrive, il sort son briquet, on peut compter 15 lampadaires dans la rue. Donc regardons combien il en éteint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ? C'est tout! Il y a 15 lampadaires dans la rue, dont 4 immédiatement près de lui, et il en éteint que 5 dans les livres. Il était à 12. Eh mais attendez, il s'éteint tout seul ce lampadaire. Jamais on le voit l'éteindre. Donc d'abord, ils sont pas proches des livres, et en plus ils font de la merde. Et vas-y va. Round, upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and around, you're turning me. I say to be respectfully. Upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Around and around, you're turning me. I say to be respectfully. Salut tout le monde, je suis Alban et vous regardez la première émission de C'est quoi la diff ? Petit topo sur le concept de l'émission en prenant pour exemple le thème d'aujourd'hui. Vous avez tous vu les films Harry Potter ? Normalement. Mais est-ce que vous avez lu les livres ? Moi oui, et le but de l'émission va être de parler de tous les thèmes, événements ou toute autre chose présente dans les livres mais qui ne sont pas mentionnés dans les films. Ou inversement. Vous attendez pas à ce que je vous raconte les livres, je ne vous parlerai pas des thèmes importants qui font que certains des 7 livres se démarquent complètement de leurs films. Aujourd'hui on va donc traiter de la saga Harry Potter et même si les films sont très proches des livres, on peut noter quelques points qui diffèrent ou qui sont inexistants. Alors, c'est quoi la diff ? Savez-vous qu'il existait un hymne de Poudlard ? Dans les livres, on l'entend juste à la fin du premier banquet d'Harry. La particularité de cet hymne, c'est qu'il n'a pas d'air, du coup, chacun le chante comme bon lui semble. Imaginez un peu, vous êtes en première année, on vous dit de chanter une chanson que vous ne connaissez pas, en style karaoké. Alors vous pouvez essayer, je vous assure, on a essayé, et vous allez très vite vous rendre compte que c'est le bordel. Ceci est une scène coupée de l'épisode 4. Si vous avez les oreilles sensibles, tant pis pour vous. Onwards! Let's entertain our friends in the best way we can. All stand. Maestro, please. Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Woggy Hogwarts, teach us something, please. Whether we be old and bold or young with scabby knees, our heads could do with filling with some interesting stuff. For now the air are full of dead flies and bits of Il y a plein d'autres chansons dans les livres, les plus longues sont celles du Choixpeau. En gros, chaque année, le Choixpeau, avant de faire la répartition, chante une chanson. Alors voici celle que chante le chapeau la première année d'Harry. Elle présente l'histoire de Poudlard. Je vous laisse mettre pause si vous voulez la lire. Alors voici celle que chante le Choixpeau la 5e année d'Harry. Alors déjà, je peux vous dire que c'est la chanson la plus longue qui est écrite dans toute la saga. Dans celle-ci, le Choixpeau met en garde les élèves du retour de Voldemort et leur conseille de rester unis. Ça change radicalement de ton par rapport aux autres années. Encore pendant sa 5e année, une autre chanson marque les esprits. Il s'agit d'une chanson créée par Malfoy afin de déstabiliser Ron quand il joue son match de Quidditch. Tous les Serpentards chantent cette chanson et la chanson a bien les effets escomptés. Mais plus tard dans l'histoire, Ron arrive à bien jouer malgré la chanson. Et comme qui dirait, il fait gagner la coupe à Gryffondor. Et à ce moment-là, une autre version de cette chanson est écrite et elle est plus élogieuse pour Ron. Dans le livre, on entend aussi parler des Bizarre Sisters. C'est un groupe de rock qui intervient souvent dans l'histoire. On les voit notamment au bal des Trois Sorciers. Pour ce qui est dans les films, les Bizarre Sisters ont eu le droit à une scène coupée, ou du moins partiellement coupée. Et 3 chansons écrites spécialement pour le film. Je précise aussi que dans la traduction française, les Bizarre Sisters sont des filles. Alors que dans la VO, c'est des garçons déguisés en filles. Il y a des travelots même dans le monde de la sorcellerie. Petit rappel pour ceux qui auraient oublié, un animagus des animinguis
est un sorcier ayant la capacité de se métamorphoser à volonté en un animal. On peut noter 2 catégories d'animinguis, les déclarés comme McGonagall, qui se transforme en chat. Le ministère de la Magie tient un registre comprenant 7 animinguis vivants, dont seul McGonagall est connu. Et l'autre catégorie des animinguis, c'est les indéclarés, comme Sirius, qui se transforme en chien, James en cerf et Peter en rat. C'est principalement eux qui m'intéressent, surtout la raison sur pourquoi ils sont devenus des animinguis, qui n'est pas du tout évoqué dans les films. Avec Lupin, ils formaient les maraudeurs, ce groupe de potes inséparables et qui faisaient les 400 coups. Lupin étant atteint de lycanthropie, être un loup-garou, disparaissait pendant certains temps où personne ne savait où il était, ce qui éveillait forcément des questions chez ses camarades. Sirius, James et Peter ont donc découvert sa maladie et ont décidé de devenir des animinguis pour lui porter compagnie quand il est loup-garou. De l'amitié à l'état pur. Et quand même, ce n'est qu'au bout de la 5e année qu'ils ont réussi à devenir des animinguis. C'est dire le travail et le temps que ça a pris pour le devenir, quoi. Un autre animinguis est à noter dans les livres, il s'agit de Rita Skeeter qui peut se transformer en scarabée. C'est assez marrant comment elle utilise sa capacité. Pendant tout le tome 4, Rita sort des scoops dont personne a aucune idée de comment elle les sort. Et pendant tout le livre en plus, on a des références à ce petit scarabée, mais on sait pas du tout ce que c'est. Nous, Harry, Hermione, personne. Et ce n'est qu'à la fin de l'histoire que Hermione, obsédée par le fait de savoir comment Rita obtient ses scoops, découvre le pot rose. Et à partir de là, Hermione l'enferme dans un pot incassable. Quand elle est scarabée. C'est-à-dire que la meuf est baisée, quoi. Il y a un autre animingus dont j'aimerais vous parler, mais on rentre plutôt dans le domaine de la théorie à ce moment-là. Tout se passe quand Ron prend la fuite de Poudlard. Il saute par une fenêtre et Harry regarde par celle-ci. Harry vit au loin une forme massive, semblable à une chauve-souris, voler dans l'obscurité en direction du mur d'enceinte. Bon, j'ai réfléchi, ça peut être plusieurs choses. Soit Rogue est vraiment devenu un animingus, et du coup il peut se transformer en quelque chose de massif et qui vole. En y réfléchissant un peu, je me suis dit que ça pouvait être un oiseau géant, voire un sombrage. Mais ça se peut aussi qu'avec sa baguette il ait invoqué ou fait venir un animal qui vole. Un oiseau géant ou un sombrage. Mais il y a une dernière possibilité, et celle-là, fallait y penser. Le gars c'est Batman. La salle? Pas la salle, la SALE, la Société d'aide à la libération des elfes. Dans le tome 4, les 3 compagnons sont amenés à rencontrer plusieurs elfes de maison. Hermione est affligée par le traitement que reçoivent les elfes de maison au quotidien, et elle décide de créer la SALE. Elle commence par écrire une profession de foi, avec comme premier objectif que les elfes bénéficient de salaires et de conditions de travail convenables, et par la suite modifier la loi concernant le port de baguette et la nomination d'un elfe au ministère. En plus, genre, quand elle crée la SALE, elle délègue. La meuf, elle dit Ron, tu seras trésorier. Harry, secrétaire. Pour adhérer à l'association, elle met en vente, pour 2 mornings, des badges avec écrit salle dessus. Elle fait aussi une grève de la faim quand elle apprend que les elfes de maison font la cuisine à Poudlard. Elle tricote aussi des chapeaux qu'elle cache dans la salle commune de Gryffondor afin de libérer des elfes quand ces derniers les ramassent en faisant le ménage. Mais malgré tous ces efforts, la salle n'a jamais eu le succès attendu, que ce soit auprès d'Harry, Ron, Hagrid et même les elfes de maison, personne ne voulait en entendre parler. À un moment dans l'histoire, ils évoquent leur futur, et Hermione dit qu'elle aimerait bien développer la salle après l'école. Le 30 juillet 2007, J.K. Rowling s'est invité à répondre à ses fans alors que le tome 7 est sorti depuis 9 jours. Je vous mets les liens dans la description, vous allez voir, il y a plein de trucs intéressants. Et J.K. nous dit qu'Hermione travaille au département de contrôle et de régulation des créatures magiques du ministère de la Magie. Où elle a contribué à l'amélioration des conditions de vie des elfes. Elle a ensuite passé au département de justice magique où elle a joué un rôle dans l'éradication des lois oppressives favorisant les sangs purs. Donc si vous ne le saviez pas, elle a bien réussi à développer la salle. Un autre fait marquant, il s'agit du premier baiser entre Ron et Hermione qui ne se produit pas comme dans les films. Lors de la bataille finale, Harry, Ron et Hermione font évacuer le plus de monde possible. Ron fait alors une réflexion sur les elfes de maison qui travaillent dans les cuisines et qui devraient être eux aussi évacués. Hermione lui saute alors dessus et ils s'embrassent. Hermione a enfin craqué car ce dernier n'avait jamais prêté d'importance à la salle et qu'en disant ça, il en était enfin devenu un membre. Petit aparté aussi sur Dobby, qui après s'être fait libérer des Malfoy, a été travaillé dans les cuisines de Poudlard. On peut aussi noter que Dobby est le premier elfe de maison de l'histoire à avoir été payé, 1 galion par semaine avec 1 jour de congé par mois. Il y a aussi 2 autres elfes de maison importants dans l'histoire, il s'agit de Winky, l'elfe de maison de Monsieur Croupton, et Créature, qui est de loin le mieux développé de tous les elfes de maison.
Mais je ne vous en dirai pas plus sur eux, car Winky est au cœur de l'intrigue du 4, qui change un petit peu par rapport au film. Et pour Créature, son histoire est tellement bien pensée qu'il faut la lire par soi-même. De tous les personnages, Neville est celui qui change le plus par rapport au film. Au début de l'histoire, on apprend que Neville est presque un crackmon. Et ce parce que ses pouvoirs magiques se sont réveillés très tard dans son enfance. Ses grands-parents, qui l'ont élevé à cause de la perte de ses parents, ont tout tenté pour éveiller ses pouvoirs. Son grand-oncle Algy tentait toujours de lui faire peur pour déclencher une action magique involontaire. Un jour, ils étaient au bord de la jetée de Blackpool, et son oncle l'a poussé dans l'eau. Il a failli se noyer. À 8 ans, il avait toujours rien fait de magique. Puis un jour, le même oncle l'a pris par les chevilles et l'a suspendu par la fenêtre. La tante de Neville est entrée dans la pièce pour lui donner une meringue. Et bien sûr, Algy, il l'a lâché. Neville, hein, pas la meringue. Heureusement que Neville a éveillé ses pouvoirs au bon moment. Il veut une meringue. Mais le point qui change complètement le perso dans les livres concerne ses parents. Dans les films, les parents de Neville ont été torturés et notre subconscient suppose normalement qu'ils sont morts. Les parents de Neville. Ils ont connu un sort pire que la mort. Bah oui, on les voit jamais, on en entend très peu parler et Neville est triste à chaque fois qu'il y pense. Dans les livres, les parents de Neville ont été torturés. À en perdre la boule. Ils n'ont pas été tués, ils sont encore vivants, mais ils ont subi tellement longtemps le sortilège de Loris que leur cerveau a reçu des dommages irréversibles. Ils sont internés dans une partie spéciale de l'hôpital Sainte-Mangousse, l'hôpital des sorciers. Dans le tome 5, Harry, Ron et Hermione sont à Sainte-Mangousse pour rendre visite au père de Ron qui s'est fait attaquer par le serpent. À un moment, ils vont se promener dans l'hôpital et ils rentrent dans une section spéciale. Ils rencontrent Lockhart au passage, mais ils rencontrent aussi Neville venu rendre visite à ses parents. Il leur révèle pourquoi il est là et ce que ses parents ont subi, et pendant la scène, sa mère s'approche de lui et lui donne un origami. Sa grand-mère lui dit de le jeter parce que à chaque visite, sa mère lui en donne un, mais lui le range discrètement dans sa poche. On peut très facilement, à partir de cette scène, imaginer sa petite collection d'origami en provenance de sa mère. On peut aussi noter un point important sur Neville qui est pas assez appuyé, voire même pas du tout appuyé dans les films. Il s'agit du fait que la prophétie dont Harry fait l'objet s'appliquait aussi à Neville quand cette dernière a été faite. Et que Voldemort aurait très bien pu s'en prendre à Neville à la place d'Harry. Ce qui est marrant aussi, c'est que si Voldemort était pas superstitieux, c'est-à-dire qu'il ne prendrait pas au sérieux les prophéties, ce qui serait logique au vu du nombre de prophéties qu'il y a dans la salle des mystères, il n'aurait jamais eu de Némésis. C'est lui seul, en cherchant à contrecarrer la prophétie, qu'il l'a accompli. Marrant. Dans les films, Percy est un personnage travailleur et ambitieux. C'est un personnage au second plan qui fait quelques apparitions par-ci par-là. Dans les livres, c'est à peu de choses près le même, du moins jusqu'à ce qu'il quitte l'école. Une fois ses études terminées, il obtient un poste au ministère. On le voit notamment dans le 4 où il travaille avec Barty Croupton. À un moment, Croupton tombe malade. En fait, il est sous l'emprise de l'Imperium. Et il envoie ses instructions à Percy qui le remplace à son poste et qui les applique sans réfléchir. Et sans s'inquiéter. Faut savoir qu'à ce stade-là de l'histoire, Percy, pour rien au monde, il ne perdrait son poste. Ça a toujours été quelqu'un de très ambitieux, même trop ambitieux. Mais voilà, à la fin du 4, on apprend que Voldemort est revenu, que Croupton était sous l'emprise de l'Imperium, que son fils l'a tué, et pendant tout le 5, le ministère s'applique à discréditer Harry et Dumbledore. Et Percy, alors qu'il n'avait rien remarqué à propos de son patron, a bien sûr été renvoyé. Il a eu une promotion. Bon, bien sûr, la promotion c'était une technique de Cornelius Fudge. Il pensait utiliser Percy pour espionner son père, qui était un grand ami de Dumbledore. Mais c'était sans compter sur la trahison de Percy. La campagne de discrédit à l'égard de Dumbledore et d'Harry est crue par la plupart des sorciers. Seuls leurs proches les croient. Tout le monde croit donc les sornettes du ministère, y compris Percy. Et ce dernier, sachant que sa famille croit Harry et Dumbledore, décide de couper les ponts avec quiconque pourrait nuire à son image au ministère. On a le droit du coup à quelques situations marrantes. Monsieur Weasley devient fou à chaque fois qu'il entend son nom. Sa mère pleure quand Percy lui renvoie le pull qu'elle lui a tricoté pour Noël. Et Percy envoie même une lettre à Ron quand il apprend que ce dernier est devenu préfet avec Hermione, le mettant en garde contre Harry et en continuant à dénigrer ses parents. Peut-être as-tu peur de rompre les liens avec Potter. Je sais qu'il n'est pas très équilibré et qu'il lui arrive autant que je le sache d'être violent. Mais si tu as quelques soucis que ce soit à ce sujet, ou si tu as remarqué dans son comportement quelque chose d'inquiétant, je te conjure d'aller en parler à Dolores Umbridge, une femme véritablement charmante qui ne sera que trop heureuse de te conseiller. Tu peux m'en croire.
Je m'estime pour ma part très heureux d'avoir échappé à la honte d'être associé à de tels personnages. Le ministre ne saurait être plus aimable avec moi. Et j'espère vraiment, Ron, que tu ne laisseras pas les liens familiaux te dissimuler la nature erronée des croyances et des actions de nos parents. Percy renie donc sa famille et soutient le ministère. Même quand la preuve est apportée que Voldemort est bien revenu, il continue à les éviter. Il se rend compte de son erreur dans le dernier épisode et revient donc combattre les mange-morts auprès de ses proches. Et il fera la dernière blague que Fred entendra avant de mourir. Tout le monde connaît les Dursley, cette petite famille humble et généreuse vivant dans une petite banlieue londonienne et ayant recueilli le petit Harry Potter et qu'il a élevé comme s'il était leur propre fils. Du moins, ça c'était la théorie. Dans les films comme dans les livres, les Dursley sont abominables avec Harry. Il leur fait à manger, il vit dans un placard, il a pas d'anniversaire, il est caché au reste du monde et il a une scolarité dans laquelle il est le punching ball de service. Dans le tome 1, quand ils vont au zoo, ils sont 3 enfants. Harry, Dudley et un de ses potes nommé Pierce. Ils vont à un stand de glace, la serveuse donne une glace à Dudley et une glace à son pote. Puis elle se tourne vers Harry. La serveuse, elle est toute pleine de bonne volonté, elle sait pas à qui elle a affaire. Du coup, elle demande à Harry ce qu'il veut. Mais les Dursley interviennent et lui achètent une sucette. Encore un exemple, peu après le zoo, Dudley reçoit une canne car son collège lui en demande une en fourniture. Bon, déjà une école qui demande une canne en fourniture, y a un problème. Un jour, ils sont tous dans la cuisine. Vernon lit tranquillement son journal et entend le courrier arriver. Il demande à Harry d'aller chercher le courrier et celui-ci refuse. Et là, Vernon dit « Donne-lui un coup de canne, Dudley. » Le gars, il aurait très bien pu dire « Dudley, tue-le. » Hey, Pétunia, il y a un salon de la perceuse le 20 août. Comment le gars, il a pu tenir 10 ans? Bon, je vous rassure, sa vie chez les Dursley s'améliore d'année en année. Surtout car les Dursley ont une peur bleue de la magie, après l'épisode de la queue de cochon de Dudley, du gâteau qui l'évite et de la voiture volante pour ne citer que les films. D'ailleurs, cette queue de cochon, vous savez comment elle a disparu? Bah, ils ont été dans une clinique pour la faire enlever. Vous imaginez les médecins quand ils ont vu arriver un garçon avec une queue de cochon sur le derche. Richard? C'est pas courant, monsieur. Quand Jacqueline va voir ça... On regrettera quand même que l'avant-dernier film passe une scène du livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Pour vous la replacer dans le contexte, les Dursley sont évacués de Private Drive afin de prévenir contre toute attaque éventuelle de Voldemort. Seul Harry reste à Private Drive. Du coup, on a le droit à une scène d'adieu. Dans cette scène, on se rend compte que Dudley, la brute de toujours, ressent quelque chose pour Harry. Il lui serre même la main en guise d'adieu. Même Pétunia veut lui dire tout l'amour qu'elle ressent pour lui, mais elle n'y arrive pas. J'aurais aimé avoir cette scène dans les films, ça aurait un tant soit peu dédiabolisé la famille. Les Dursley ont eu le droit à une sorte de mise à jour. Sur son site Pottermore, J.K. Rowling a mis en ligne un texte révélant pourquoi les Dursley haïssent Harry. Dans ce texte, on apprend que Pétunia a invité les Potter à dîner au restaurant. Pendant le dîner, James s'est moqué de Vernon, ça lui a pas plu, le ton est monté, et Vernon a fini par quitter la table, Lily étant en pleurs. Je vous mets les liens dans la description, même si je trouve que c'est pas très utile. Je trouve pas ça très utile car je pense que le livre suffit à expliquer pourquoi les Dursley haïssent Harry. En effet, les Dursley haïssent Harry car ils le trouvent anormal et qu'ils veulent maintenir leur image de bonne famille. Si vous voulez un bon exemple, même un parallèle, il y a un épisode de Doctor Who qui me fait exactement penser à la famille Dursley. Tout dans cet épisode me fait penser aux Dursley. La tenue, le lieu, la chose honteuse qu'ils cachent ou encore le fait de vouloir conserver un statut inexistant. Pour moi, la version qu'éprouvaient les Dursley à l'égard d'Harry n'avait pas forcément besoin de plus de détails. C'est déjà la fin de l'émission et je tiens à vous prévenir que j'ai passé volontairement certains thèmes des livres, comme le passé de Voldemort, le sombre passé de Dumbledore, les fantômes de Poudlard qui ont une place beaucoup plus importante que dans les films, ou encore Créature et Winky comme évoqué plus tôt dans la vidéo. Ensemble beaucoup de thèmes en rapport avec le passé des personnages. J'en ai pas parlé car pour l'émission je dois synthétiser les sujets. Et en synthétisant ces sujets, on en perd à l'intérêt de ces derniers. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, lisez les livres, vous ne serez pas déçus. Si vous êtes fan d'Harry Potter, que vous avez déjà lu les livres et que vous avez regardé 10 fois chacun des films, je vous conseille de regarder la description où je mettrai plein de liens qui pourraient vous intéresser pour continuer votre expérience Harry Potter. Notamment Pottermore avec lequel vous aurez accès à plein de textes inédits écrits par J.K. Rowling sur la saga. Si vous ne le savez pas, une nouvelle trilogie sur l'univers d'Harry Potter est prévue au cinéma et se basera sur le livre Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. J.K. a aussi annoncé qu'elle est en train d'écrire une pièce de théâtre intitulée Harry et l'enfant maudit, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.